bonjour à tous, bienvenue. Bonjour, bonjour Priscilla. Bienvenue du coup sur le plateau. On est 4, il y a aussi Denis, mais on vous présentera toutes les personnes qui sont là. Bonjour aussi à ceux qui nous regardent en ligne du coup, ou ceux qui vont regarder la vidéo après. Aujourd'hui, on va parler de l'apprentissage entrepreneurial, donc apprendre à entreprendre, comment s'y prendre. Et pour ça, on a 3 intervenants et un facilitateur graphique. Je vais laisser vous présenter chacun. Donc, Luc, je t'en prie. Oui, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Luc Chary. Je suis enseignant en sciences économiques à l'IPES de Tubize. Et j'ai la chance d'accompagner depuis plusieurs années maintenant les élèves de l'école qui veulent participer au projet des mini-entreprises. Cette année-ci, nous avons 5 mini-entreprises qui sont lancées avec un total de 28 élèves qui participent tous de manière volontaire. Voilà. Et donc, je viens parler un petit peu de mon expérience, de mes relations avec les élèves justement qui se lancent dans ce projet, voir un petit peu ce qui est bien et ce qui est un petit peu difficile dans cette aventure. Voilà. Super. Moi, c'est Maximilien Ernst. Je suis ingénieur de gestion. J'ai été diplômé à l'UC Louvain en 2016 et j'ai suivi également un master en CPME, donc création de petites et moyennes entreprises. Il y a 1 an et demi, j'ai lancé avec mon meilleur ami une entreprise qui s'appelle Snappies, qui a pour but de louer des langes réutilisables aux crèches. Donc, on apporte des langes propres dans les crèches, on récupère les salles, on les nettoie, on les stocke dans nos entrepôts et puis on les rapporte une fois qu'ils sont propres directement dans les crèches. Merci, bonjour à tous. Mon nom est Julie Hermans, je suis professeure à l'UC Louvain, professeure essentiellement en entrepreneuriat. Je donne par exemple le cours d'entrepreneuriat social et durable, durant lequel j'aurais pu croiser Maximilien, même si c'était il y a quelques années, parce que tu es diplômé en 2016. Oui. Et moi, je suis arrivée à l'UC Louvain l'année suivante. Mais donc, des cours d'entrepreneuriat, j'essaye de partager un petit peu cette passion de l'entrepreneuriat, notamment parce que moi, je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre à entreprendre lorsque j'étais durant mes études. Et donc, j'essaye de donner peut-être parfois envie, mais surtout d'outiller les étudiants pour qu'ils se sentent peut-être plus en confiance pour se lancer, que ce soit dans leur propre boîte ou parfois d'ailleurs, ça peut être aussi mis au service d'autres organisations, que ce soit des ONG, des écoles, des universités, des organisations publiques qui ont besoin de ces compétences entrepreneuriales. Merci. Et Denis ? Bonjour Priscilla, bonjour. Donc moi je suis Denis Dorbolo de Pictobello. Donc ma spécialisation c'est la facilitation visuelle et le sketchnoting. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là ce soir, enfin aujourd'hui pardon, on est l'après-midi. Cet après-midi pour pouvoir faire un résumé visuel. C'est ce qu'on appelle les sketch notes. Donc, je vais noter ce que les intervenants vont raconter pour vous et je vais en faire la synthèse visuelle. C'est ma spécialisation. Mais je donne aussi des formations pour apprendre à faire de la facilitation visuelle, apprendre à faire des sketch notes. Et donc, c'est une autre partie de mon activité que Priscilla a d'ailleurs récemment suivi, cette formation. Voilà, merci. Et moi, c'est Priscilla. Je suis assistante en CPME à l'IC Louvain et en mineur en entrepreneuriat, donc 2 programmes entrepreneuriaux. J'ai aussi suivi le programme CPME 2 ans après Maximilien en tant qu'étudiante. Et je fais par ailleurs aussi de la facilitation de conversations participatives. Mais aujourd'hui, du coup, pourquoi est-ce qu'on est tous rassemblés là ? On a tous en effet un lien avec l'entrepreneuriat. Et ce qu'on va tenter de faire, c'est ensemble trouver vraiment les clés et peut-être aussi les freins de l'apprentissage entrepreneurial. Et donc, on va avoir vraiment une diversité de points de vue avec des enseignants, mais enseignants secondaires, universitaires, et puis un entrepreneur qui a aussi été étudiant en entrepreneuriat, et puis moi aussi qui suis assistante en entrepreneuriat. On espère que du coup, ensemble, on va savoir avoir un maximum de matière à vous partager. Comment ça va se dérouler ? On va partir en fait sur vos histoires personnelles. Donc, je vais inviter d'abord Luc à partager son histoire en 5 minutes. Une histoire qu'il a vécue et qui a été riche en apprentissage entrepreneurial. Pendant ce temps-là, je vous invite chacun, donc Julie, Maximilien et Luc, mais aussi vous, chez vous à la maison, à prendre des post-it ou des bouts de papier, un marqueur, et pendant les histoires, à écouter attentivement ce qui vous semble être des verrous pour apprendre à entreprendre ou ce qui vous semble être des clés pour l'apprentissage entrepreneurial.
Alors ici, nous, on a des post-it de couleur, on peut mettre les clés sur les verts, les verrous sur les roses. Chez vous, vous faites comme vous voulez, mais vous aurez l'occasion de les indiquer après dans le chat pour compléter ce qu'on est en train de dire et aussi participer à cet atelier. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas non plus à mettre vos questions dans le chat s'il y en a. S'il n'y en a pas, on va commencer. Et Luc, je t'invite à partager ton histoire. Bien, alors je commence. Donc j'accompagne, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des élèves qui désirent le faire au projet des mini-entreprises. Dans les mini-entreprises, en fait, il y a 5 fonctions principales. Il y a une fonction de direction, une fonction de comptabilité marketing, une fonction commerciale, une fonction technique, une fonction ressources humaines. C'est pour cette raison qu'en général, on conseille aux élèves qui désirent s'investir là-dedans d'être au moins à 5 pour se répartir les tâches et que ça ne soit pas trop lourd pour les élèves qui sont mini-entrepreneurs. L'année dernière, donc c'est une expérience assez récente, une des mini-entreprises que j'ai accompagnées a démarré avec 5 élèves, ce qui était, on va dire, pour nous le minimum. Maintenant, on peut démarrer à moins, mais c'est quand même moins facile. Donc ils ont démarré à 5, juste assez. Et très vite, après 2-3 semaines, un des 5 élèves a abandonné parce qu'il estimait que c'était trop difficile pour lui. Il avait peut-être mal compris en quoi ça consistait. Donc on s'est retrouvé rapidement avec une équipe de 4. Un mois plus tard, un autre élève a abandonné. On s'est retrouvé à 3. Et puis, au mois de février à peu près, un 3e élève a lui aussi quitté l'aventure. Donc là, on s'est retrouvé avec une équipe de 2 pour un projet qui normalement demande à 5 personnes de travailler en collaboration. Je veux dire que quand ils m'ont annoncé ça, je me suis dit, c'est pas possible, ça ne va pas aller. Parce que la démotivation se sentait et j'avais vraiment l'impression que les 2 élèves qui étaient là allaient essayer de faire ce qu'ils pouvaient, mais qu'ils auraient énormément de mal à gérer les 5 fonctions à 2. Et là, j'ai pris, je ne vais pas dire une claque, mais en tout cas, une belle leçon, parce que donc c'était en février. L'aventure, en général, se termine en fin mai avec une assemblée générale de clôture. Eh bien, les 2 élèves, non seulement ont continué leur activité jusqu'à la fin du mois de mai, leur activité, en fait, consistait à imprimer en 3 dimensions des supports pour smartphone. Donc, ils devaient passer énormément de temps avec une imprimante 3D qu'ils avaient en plus acheté avec leurs fonds propres pour sortir les supports de smartphone qu'on leur commandait. Donc, c'était un travail conséquent en plus de leurs études. Et donc, non seulement ils ont continué ça jusqu'à la fin du mois de mai pour présenter leur bilan à l'Assemblée générale de clôture, mais en plus, ils ont annoncé que comme ils avaient encore du stock, ils allaient continuer à vendre leurs produits jusqu'à la fin du mois de juin. Donc, ils ont même travaillé plus, enfin en tout cas plus longtemps que les autres mini-entreprises. Donc là, je vais dire, au niveau motivation, c'est clair qu'ils en avaient énormément. D'autant plus que l'année dernière, avec la situation sanitaire que l'on a connue, ils ont eu moins d'opportunités pour vendre leurs produits et se faire connaître. Donc, ils ont dû absolument utiliser d'autres moyens de communication pour pouvoir écouler leurs produits et leurs marchandises. Tout ça, effectivement, montre bien que non seulement il faut avoir des connaissances et avoir des capacités pour se lancer dans une aventure, mais là, il est clair que s'il n'y a pas la motivation, le projet, il n'arrive pas. Non seulement il ne démarre pas, mais il ne se termine pas bien. Et là, je dirais que pour moi, l'expérience que j'en retire, c'est que la motivation, c'était avant tout ce qu'il fallait mettre en avant. Les élèves me l'ont bien montré, c'est une superbe leçon qu'ils m'ont montrée, et j'en ai encore parlé cette semaine avec une des 2 élèves de l'aventure, qui est encore une de mes élèves en 6e année maintenant, et je lui ai dit à quel point ce qu'elle avait fait l'année dernière me servait encore d'exemple pour les élèves que j'accompagne cette année-ci et à qui j'explique à quel point il faut d'abord avoir envie de le faire pour que ça se passe bien. Si on le fait de manière forcée, forcément à un moment, ça va coincer. Et à partir du moment où on est motivé et on a envie de se lancer dans le projet, alors là, les choses vont s'écouler de manière beaucoup plus logique. Et là, vraiment, c'était pour moi une très, très belle expérience. Voilà ce que j'en ai retiré en tout cas. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Génial. Merci. Si tu veux encore rajouter d'autres détails ou si ça te semblait complet. Écoute, pour moi, c'était vraiment le message que je voulais faire passer, c'est qu'il faut avoir envie de se lancer. Il ne faut pas avoir peur des freins éventuels et des soucis que l'on peut connaître, parce que les élèves avaient non seulement lancé une étude de marché, donc ils avaient contacté d'autres élèves, des professeurs, des personnes extérieures pour avoir des avis. Donc ils savaient que leurs produits plaisaient. Ils savaient que la gamme de prix qu'ils proposaient était intéressante. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait des défections en cascade dans leur équipe. On va dire que c'est un écueil qui était absolument impossible à imaginer. Il s'est malgré tout présenté à eux
et ils l'ont surmonté. Donc la volonté, je dirais, c'est avant tout ça qu'il faut mettre en avant. À partir du moment où on veut y arriver, je pense que ça peut apporter énormément et ça peut aider à surmonter beaucoup de difficultés dans l'entrepreneuriat et dans l'activité d'entrepreneur. Voilà, c'est mon impression en tant que professeur. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser pour compléter l'histoire ou bien... Peut-être une question de détail. Oui. Donc, c'était des supports pour les téléphones. C'est ça. Est-ce qu'ils ont vu une augmentation de la demande, notamment avec les cours en ligne? Parce que j'imagine que lorsqu'on travaille avec son smartphone, en tant qu'étudiant, on est content d'avoir un support pour nous filmer. Ou pouvoir... Alors, il est clair que l'année dernière, nous avons travaillé personnellement dans notre école une semaine sur 2, nous étions à distance. Donc, les élèves étaient une semaine sur 2 à la maison. Et forcément, à ce moment-là, on avait beaucoup plus besoin de moyens audiovisuels et entre autres de mettre une tablette ou un smartphone en fonction. Alors, on va dire que c'était une opportunité, c'est qu'on avait plus besoin d'utiliser ce matériel-là chez soi, on avait envie d'être un petit peu plus cosy et ces supports sont bien tombés. Personnellement, j'en ai acheté 2. Un pour moi et mon épouse m'en a commandé un parce qu'elle a vu à quel point c'était intéressant. On pouvait en plus personnaliser sa couleur, le format, les prix étaient attrayants, on ne dépassait pas les 10-12 €. Franchement, c'était du très beau travail. Et c'est vrai que ta remarque est pertinente. L'année dernière, c'était une belle opportunité pour proposer ce produit parce qu'il y avait une demande peut-être un petit peu plus importante qu'on aurait pu le croire. Et tu penses que les étudiants, enfin les jeunes qui ont participé à ce projet, tu crois qu'ils ont une vision un peu différente de la crise par rapport, grâce au fait d'avoir vécu cette opportunité? Ou en tout cas une vision plus nuancée de la crise ou pas forcément? Mais il aurait peut-être fallu qu'ils aient commencé leur activité avant la crise pour pouvoir faire un comparatif entre les deux. Ici, quand ils ont commencé, nous étions déjà dans une situation sanitaire difficile, donc ils ont fait leur activité totalement en situation de coronavirus. Comparer les deux, c'est difficile, mais je pense qu'ils se sont rendus compte que la situation n'arrangeait pas les choses, ça c'est sûr. Ça marche, merci. Génial. Voilà. Eh ben, on peut peut-être passer à une autre histoire et puis après on débriefera du coup de tout ce qu'on a appris de ton histoire quand on aura entendu les trois. Maximilien, tu veux te lancer? Oui, génial. Mais du coup, comme j'ai dit, moi j'ai suivi CPME. Alors il faut savoir que CPME, ça associe à la fois des cours théoriques avec des rencontres avec beaucoup d'entrepreneurs. On rencontre chaque semaine 1, 2, parfois 3 entrepreneurs ou professionnels de l'entrepreneuriat, que ce soit des avocats, des notaires ou autres. Et déjà, je pense que c'est quelque chose de très intéressant, c'est de pouvoir rencontrer des personnes qui ont vécu certaines problématiques ou certains cas, que ce soit des levées de fonds, des embauches de première personne, parfois des faillites également. Comment est-ce qu'on se relève d'une faillite? Ce n'est pas toujours quelque chose de facile et c'est intéressant de pouvoir échanger avec des personnes qui ont vécu ça. Et je retiens vraiment de mes études une rencontre, c'était avec Jonathan Chocart, qui est le CEO de List Minute, qui s'appelle aujourd'hui Ring Twice, qui est une entreprise, en fait, une plateforme Internet sur laquelle on peut proposer ou demander des services aux particuliers. Concrètement, j'ai besoin de faire tondre ma pelouse, je mets ça sur leur site Internet et quelqu'un va venir se proposer pour le faire et je peux sélectionner en fonction des prix demandés, etc. Il est arrivé un soir, il a pris place sur l'estrade et il a présenté au tableau une image de Double Face. Double Face, c'est le méchant dans Batman qui a en fait la particularité d'être brûlé sur la moitié de son corps et donc d'avoir la moitié du visage qui est non brûlée et l'autre partie qui est complètement brûlée. Et dit, je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques mois de ça, la RTB vient sonner chez List Minute et dit, on aimerait faire un reportage pour le JT de 19h30, est-ce que ça vous dit? Ni une ni deux, forcément, ils sautent dessus, ils y vont. Et le reportage se passe, le soir ils sont présentés au JT de 19h30, les visites sur le site internet explosent, les demandes d'inscription suivent également. Et du coup, ils se disent, OK, génial, magnifique, notre entreprise est lancée, on va pouvoir vraiment grandir. Le lendemain matin, premier appel à la première heure, le SPF Finance ou une autre entité fédérale chargée des impôts qui leur dit, mais en fait, vous faites la promotion du travail au noir, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous fermez votre site internet directement, c'est fini. Et donc, à ce moment-là, c'est là qu'intervient le double face, c'est en fait de voir qu'il y a deux manières, et on peut retomber sur ce que tu as dit, Luc, de prendre en fait cette claque, cette gifle, ce revers, c'est de se dire soit on abandonne, on ferme le site internet et c'est fini, terminé, on s'est bien amusé pendant 2 ans et voilà, soit on réfléchit et comment est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin.
qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et alors, ils ont plutôt été dans cette voie-là, et c'est super, parce qu'aujourd'hui, ils sont une vingtaine, je pense, de collaborateurs chez List Minute. Ils se lancent à l'international, donc ils ont vraiment une belle croissance depuis quelques années. Et en fait, ils ont travaillé justement avec l'État, avec des avocats, pour mettre en place des lois qui permettraient aux particuliers de pouvoir le faire. Alors ça, c'est un exemple, mais c'est vraiment quelque chose que moi, j'essaie de faire au quotidien dans Snappies. C'est chaque fois qu'on prend une décision, on sait qu'on peut avoir un revers par rapport à ça. Il ne faut pas que ça freine, bien au contraire. Il faut que ce soit juste une méthodologie pour aller plus loin, pour se dire, OK, concrètement, comment est-ce que, si ça arrive, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on réagit, etc. Et ce n'est pas un frein, c'est vraiment juste une autre manière de penser. Et c'est venu de ces échanges avec des entrepreneurs, de ces échanges avec des professionnels de l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est vraiment important qu'on a une idée, qu'on a une envie, non seulement de la partager, mais de discuter avec des gens. Et des entrepreneurs, il y en a plein, il y en a partout autour de nous. Il suffit juste de... Même un coiffeur, un plombier, ils sont au final des entrepreneurs qui ont lancé leur entreprise. Discuter avec eux de comment ça se passe et comment on fait quand on veut créer une entreprise tout simplement, ça peut déjà lever beaucoup de freins et permettre d'avancer un peu plus là-dessus. Génial, merci. Est-ce que vous avez des questions, Luc et Julie, à poser à Maximilien sur l'histoire ? Je ne sais pas si c'est peut-être déjà plus loin qu'une question de clarification. Est-ce que je la pose quand même? Dis-moi, Priscilla. Tu peux la poser quand même pour aller un peu plus loin. Et je viens un petit peu peut-être mettre là où ça fait mal pour ces PME aussi. Parce que finalement, ce que tu as plus retenu, c'est un rôle modèle. C'est le fait que durant tes heures de cours, tu as pu rencontrer cet entrepreneur. Et est-ce que tu penses que finalement, ça aurait pu très bien se passer en dehors de tes heures de l'université, ou est-ce que tu penses que le fait d'être dans un lieu dédié à l'éducation à l'entrepreneuriat amenait une facette un peu différente? Je pense que si j'avais jamais suivi ces PME, déjà très certainement, je ne me serais jamais lancé et j'aurais jamais rencontré Jonathan. Donc, c'est sûr que c'est un facilitateur. C'est clair et net, ça nous permet de rencontrer ce genre de personnes. Après, non, je pense quand même que s'il n'y avait pas eu ça, ça n'aurait pas du tout été de la même manière. Donc pour moi, ces PME étaient vraiment une nécessité. Très chouette programme. Ouais, c'est vraiment, il n'y a rien à dire. J'encourage tous les étudiants à suivre ce programme parce que c'est vraiment intéressant. Chouette. Génial. Et donc, tu as bénéficié de l'aide d'un facilitateur, comme tu le dis? Non, plutôt de son expérience. Oui, de l'expérience du facilitateur. Si maintenant, on te demandait à ton tour de jouer le rôle du facilitateur pour d'autres jeunes entrepreneurs, tu accepterais de le faire? Tu prendrais le temps de le faire? Oui, même si, pour être honnête, j'attendrais peut-être encore un tout petit peu. Parce que je trouve que l'expérience que j'ai aujourd'hui n'est pas suffisante pour pouvoir enseigner derrière certaines choses, ou pour pouvoir avoir suffisamment de recul pour pouvoir aider des jeunes qui veulent se lancer, parce que j'ai un peu plus d'1 an de recul sur mon entreprise. Donc, à mon avis, c'est encore un petit peu trop tôt. Mais c'est clair que l'année prochaine, et je le dis ouvertement, ça Priscilla l'entend très bien, mais je suis tout à fait disponible pour être coach pour les CPME, si jamais il faut, parce que je sais que chaque année, ils recherchent des coachs, et pour encadrer l'équipe d'étudiants. Et l'année dernière, ils m'avaient contacté, mais c'était vraiment trop tôt. Et si l'année prochaine, ils recherchent, moi, je suis partant, donc c'est clair. Je prends note. Je crois que c'est noté. Oui, c'est clair. C'était autre chose, mais ça m'inspire en tout cas. Moi, le coach que j'ai eu en CPME, Frédéric, je ne sais plus son nom de famille, on l'appelait Frédéric, voilà, m'a vraiment aussi ouvert l'esprit, mais là, plus sur des aspects financiers. Très vite de réfléchir à de la rentabilité, à des calculs, à dire oui, mais si tu veux vendre ça, comment est-ce que ça fonctionne? Parce qu'en fait, on voulait, en tant que CPME, notre entreprise était d'élever des insectes et d'en faire de la nourriture pour des poissons issus de pisciculture. Parce qu'aujourd'hui, quand on mange du saumon, 9 fois sur 10, il provient de fermes qui viennent de Norvège, d'Écosse ou que sais-je. Et en fait, ces poissons sont nourris avec des poissons qui sont pêchés dans les océans. Donc on pêche des poissons pour nourrir des poissons qu'on va manger. Et c'est un peu aberrant d'un point de vue écologique. Et donc on s'était dit, OK, au lieu de favoriser cette surpêche, on va essayer
d'élever des insectes et le faire. Alors, on a élevé des insectes, c'était très sympa dans les locaux de l'UCL. On a eu des locaux à disposition. Mais très vite, du coup, Frédéric est arrivé avec une idée de rentabilité et de calcul, et pas juste de se dire on a une idée, ok, let's go, on avance, mais on a une idée, est-ce qu'elle est rentable? Et je crois que c'est aussi très important de calculer ça derrière. Alors ça peut arriver en deuxième temps, en troisième temps, parce que je crois que quand on veut se donner les moyens, on peut toujours y arriver. Il ne faut pas se bloquer à juste la rentabilité. Mais c'est clair que c'est des ouvertures d'esprit qu'il faut avoir. Merci. Tu as rajouté encore des éléments avec cette nouvelle petite histoire. Merci beaucoup. Julie, est-ce que tu veux nous partager ton histoire? Oui. Je vais vous partager une histoire avec en personnage central une notion que j'aime vraiment beaucoup et qui pour moi est essentielle en entrepreneuriat, c'est la notion d'empathie. Alors, empathie, tout le monde a une petite notion de ce que ça peut être, hein, réussir à se mettre à la place d'une autre personne, ce qu'elle vit, ce qu'elle pense, ce dont elle a besoin. Et c'est donc une notion qui va être essentielle en entrepreneuriat, parce que c'est au travers de l'empathie que l'entrepreneur va pouvoir développer une solution qui répond réellement à un besoin et qui ne va pas juste adresser des symptômes. Donc, empathie essentielle pour développer des nouveaux marchés, mais aussi pour gérer son équipe, hein, avec ces étudiants qui partent. Peut-être qu'il y a eu un problème d'empathie. Maintenant, je ne vais pas m'avancer. Essentiel aussi pour négocier avec les partenaires. Lorsque toi, tu vas rencontrer les communes, si tu ne te mets pas à leur place, mais comment faire pour les convaincre? Même chose avec vos puéricultrices. Comment anticiper les peurs de rougeur sur les fesses des enfants, etc. Exactement. Donc, empathie pour enrichir le projet. Le souci, c'est que quand on présente empathie à nos étudiants en entrepreneuriat, de façon théorique en tout cas, évidemment, pour eux, c'est obvious, évidemment, l'empathie, c'est important. Mais est-ce qu'ils vont vraiment l'appliquer dans leur projet ? C'est pas toujours aussi sûr. Et donc, dans le cadre d'un de nos cours, avec ma collègue Amélie Jacquemin, mais aussi avec Julien Hanard, qui est un expert en ludopédagogie, donc le jeu au service de l'éducation, on a décidé de développer tout un atelier où on allait travailler l'empathie, mais directement en mettant les mains dans le cambouis avec nos étudiants. Et donc, ce petit moment de vie que je voulais vous partager, lié à l'éducation et à l'entrepreneuriat, se passe durant un de ces ateliers. Un des exercices consiste à demander à un groupe de 6-7 étudiants de dessiner ou d'écrire quelque chose. Mais évidemment, il y a un twist. Ils ont un seul crayon, ou un seul gros crayon, qu'ils vont manipuler à l'aide de 6 ficelles. Donc il y a autant de ficelles qu'il y a d'étudiants. C'est un crayon collaboratif. Et ensemble, ils doivent se mettre à distance pour écrire des choses. Et une des instructions est la suivante. Je leur demande, dessinez-moi une maison dans laquelle je me sente bien. Alors, ni une ni deux, ils commencent à dessiner tous ensemble. Et là, qu'est-ce qui se passe? Plutôt que l'empathie, on retombe sur la projection. Je projette mes propres besoins, mes propres préoccupations, mes propres préconceptions sur le papier, littéralement. Et donc ici, les préconceptions de la maison, c'est quoi? Si vous devez dessiner une maison, comment est-ce que vous le faites? Un carré. Exactement. Le carré, le rectangle. Si tu es un petit peu artistique, le petit rectangle pour faire la cheminée et le petit nuage au-dessus. Et pour certains qui veulent quand même se différencier, un petit jardin, et un garage. Ouais, un garage. Mais il n'y en a pas un qui est venu te demander. Pas un qui vient me demander, Madame, c'est quoi pour vous une maison dans laquelle vous vous sentez bien? Et donc là, le piège. On venait de passer toute une matinée à parler d'empathie, de son importance pour l'entrepreneuriat, à marteler la façon dont ils pourraient l'utiliser dans leur projet. Et paf, ils retombent dans le piège. Mais ce qui est essentiel ici, c'est que justement, ils tombent dans le piège, ils s'en rendent compte, ils se relèvent et ils apprennent. Et donc, avec un peu de chance, ils ne l'oublieront pas. Et empathie resteront enfin dans leur projet. En tout cas, c'est l'objectif. Alors, si je dois retrouver les éléments essentiels de cette histoire, pour moi, il y a un premier élément essentiel qui est le concept, la notion théorique, empathie,
qui va transformer le regard de l'apprenant. Ici, on va apprendre à entreprendre et on va le faire de façon plus intelligente encore qu'avant grâce à une nouvelle paire de lunettes qui va permettre cette fois-ci d'attirer l'attention sur empathie. Donc, premier élément, vraiment le concept théorique, en tout cas qui m'est cher, qui va permettre aux étudiants, on l'espère, de mieux voir l'entrepreneuriat et d'agir de façon plus intelligente. Deuxième élément pour l'éducation à l'entrepreneuriat, ce serait une pédagogie activante. On met les étudiants, les apprenants en situation pour qu'ils mettent les mains dans le cambouis, qu'ils se plantent dans un environnement plus ou moins safe et qu'ils disent « Ah, tiens, oui, je suis tombé dans le piège et peut-être que je n'y tomberai pas. » Donc, le concept, l'activation, et puis un troisième élément qui est un petit peu plus réflexif peut-être, c'est que si on parle d'empathie, notamment avec nos étudiants, ça amène aussi à un petit changement de posture en tant que professeur. Comment faire pour nous, en tant que profs, mettre en place ces notions d'empathie et faire preuve nous-mêmes d'empathie? Et ce n'est pas plus facile pour le prof que pour les étudiants qui sont tombés dans le piège, soyons clairs. Et donc ici, ça amène peut-être un changement de façon de faire, un changement de posture. Peut-être plutôt que d'avoir un contenu figé, fixe, qu'on a envie de transmettre à nos apprenants pour l'apprentissage de l'entrepreneuriat, on a plutôt une conversation qui évolue selon justement les besoins des personnes qui sont en face de nous, qui veulent apprendre et qui auront peut-être aussi des choses à apporter. Donc voilà, ma petite histoire. Génial, merci beaucoup. Chouette, est-ce que Luc, tu as des questions ou quelque chose qui vient... Au niveau de l'empathie que tu expliques et que tu enseignes à tes élèves, est-ce que tu leur dis que l'empathie est importante à tout moment dans la vie d'entreprise ou bien est-ce qu'il y a des moments où c'est plus important, plus primordial qu'à d'autres? Alors, moi, je suis persuadée que c'est important dans la vie quotidienne, pas que pour les entrepreneurs, aussi en tant que maman, en tant que prof, en tant que participant ici dans cette table ronde. Par contre, si je dois mettre le point sur un moment clé où l'empathie est intéressante et importante dans la démarche entrepreneuriale, c'est en tout début de parcours. Souvent, nos étudiants, ils ont vécu un problème, ils ont vécu eux-mêmes une frustration qu'ils veulent adresser. Et donc, ils ont déjà leur solution en tête. Et souvent, ils veulent très, très, très rapidement aller tester leur solution. Or, nous, au travers justement de cette notion d'empathie, on leur dit « Hey, doucement, doucement, est-ce qu'il y a vraiment un problème? Est-ce que ce n'est pas vous qui êtes en train de projeter vos propres problèmes sur les autres? Peut-être qu'il n'y a que vous qui avez ce problème-là, ou en tout cas avoir cette perception du problème. Et donc, première étape, avant même de parler de la solution, avant de vouloir la forcer dans la gorge des usagers que nous allons rencontrer, assurons-nous qu'il y a un problème, que nous l'avons bien compris et qu'on va pouvoir partager cette perception qui soit la plus riche possible. Donc, avant d'aller à la solution, retourner à la source, au problème. Et je pense que c'est là que l'empathie a toute sa puissance et tout son potentiel pour l'entrepreneuriat. Génial. Bien. Et du coup, la maison confortable, pour toi, elle ressemble à quoi? Ça va pas être facile à dessiner. C'est pas facile, c'est pas facile. Mais je pense que juste un box, tu vois, c'est un petit peu comme dans Saint-Exupéry. Dessine-moi un mouton, tu me dessines une box et à l'intérieur, il y a plein de coussins, un petit peu comme ici. Du partage. Pas facile quand même avec 6 cordes. Hein. Non, c'est très bien, c'est génial. Tu allais demander quelle serait la marque de la voiture dans le garage. Non. T'es venu à vélo. Ah non, c'est toi qui es venu à vélo. C'est moi qui suis venu à vélo. Non, c'est vrai. Une autre instruction, par exemple, on leur demande de faire 3+3. Ouais. Donc c'est tout simple, 6. Sauf que si tu es à 6 ou 7 autour de la table, pour certains, c'est un 6, pour l'autre, c'est le 9. Ah oui, oulala. Donc, il faut se mettre d'accord sur le sens. C'est génial. De nouveau, ça amène la question de la perception. Et de la collaboration aussi. Tout à fait. Génial. C'est génial. Eh ben merci, c'était riche en tout cas de cette expérience. Luc, je vois qu'il y a plusieurs mots parfois, plusieurs idées sur le même post-it ou c'est une idée par post-it? C'est une idée, mais que j'exprime en plusieurs mots pour alors être un petit peu plus clair. Ça va, c'est parfait, c'est parfait. Mais du coup, je vais vous inviter à me donner vos post-it et alors je vais les mettre ici. Je me rends compte que j'ai beaucoup plus de facilitateurs, de leviers que... Hop.
Alors, ceux qui sont en ligne, qui nous suivent de chez eux, n'hésitez pas à mettre en commentaire aussi ce que vous avez retenu ou à commenter pour enrichir certaines choses qu'on va dire. Oh, mais j'en ai trop, moi, ici. Ah oui, toi, tu ne peux pas On marcher. va vous donner plein de choses, hein, là. Hop. S'il te plaît. Génial. Je te mets ça là. Ouais, J'ai essayé d'écrire du mieux que je pouvais. Désolé. c'est super. Attends, j'arrive. Pardon. Voilà. Voilà. Mais avec le marqueur, c'est pas si facile d'écrire avec le marqueur. Ah non. Bon, C'est génial. Merci. voici les On va freins. commencer par les freins, les verrous. Voici. Merci, Luc. Et donc, le but, c'est vraiment de remélanger un peu les histoires. Et puis après, on va faire le tableau et puis on le commentera un peu. Alors, il y a quelqu'un Est-ce qui qu'on a peut mis... continuer à... Oui, on peut aussi continuer s'il y a des choses qui ne sont pas mises. Et à la fin du tableau, si on voit qu'il manque des éléments qui sont pourtant centraux pour nous, on peut les rajouter. Je vois peur d'échouer. Je ne sais pas qui... C'est moi qui l'ai mis. Et je pense que c'est... On peut facilement relier ça aussi bien aux étudiants qu'à Luc dans son histoire. C'est que Luc, à un moment donné, il a eu peur que le projet échoue. Oui. Et en fait, derrière, les étudiants ont montré que c'était possible. Alors, je crois que la peur d'échouer, elle est naturelle, mais il ne faut pas en avoir peur, en fait. Il faut juste la prendre comme une source de motivation et se dire, OK, on peut se planter, on va se planter, tout le monde se plante, ça arrive à tout le monde. Mais du coup, je trouvais ça bien de voir que c'est possible aussi que ceux qui doivent apprendre ont parfois peur que le projet échoue et qu'en fait, au final, ça réussit. C'est une belle leçon. On apprend tous les jours. Oui, non, c'est une belle leçon. Est-ce qu'il y avait certains post-it, je les ai en face de moi, mais si vous vous souvenez, qui étaient vraiment similaires à cette peur d'échouer qui pouvait être un frein. Il y a rester figé, pour moi c'est un peu lié, mais peut-être que tu voulais exprimer complètement autre chose. Oui, mais c'était par rapport aux étudiants qui partent dans une idée et qui restent dans une seule et unique idée et qui ne sortent pas spécialement de leur box et qui restent coincés dedans. Je pense que c'est très important de sortir, de confronter le marché, d'aller voir, et je l'ai noté sur un verre, j'ai écrit quelque part confronter le marché. Confronter le marché, alors je vais déjà le mettre en face. Youp. Parce qu'il faut rencontrer les clients potentiels, les acteurs qui vont rentrer en jeu, toutes ces personnes qui vont graviter autour de l'entreprise de près ou de loin. De mon point de vue, en tout cas, là c'est plus l'entrepreneur qui parle, mais c'est vraiment important de le faire. Et je pense que même chose, et tu l'as dit aussi dans ton histoire, que toi tu dois évoluer dans ta manière dont tu apprends, parce que si tu restes dans une seule et unique idée, ça ne va pas le faire. Et à un moment donné, tu dois changer ta perception. Et du coup, ça vaut aussi un petit peu pour les deux. Alors pour ça, je vois déjà, moi j'avais noté aussi ses propres projections, donc d'être bloqué par le fait qu'on est sûr que c'est la solution. Donc pour moi, c'était assez fort lié. Et si vous avez noté des choses très liées, on peut les mettre pour Je les crois que j'avais rassembler. noté aussi des projections. Moi, c'est au bic. Oui. En effet, trop de projections en lui. Et Oui, c'est ça. Et plus de place pour l'empathie. Hop. Génial. Du coup, ce qui est pas mal, c'est que c'est valable aussi bien pour l'entrepreneur que pour celui qui apprend à entreprendre, en fait, ce point de vue-là. Les deux doivent s'ouvrir et comprendre que les choses évoluent, que les marchés évoluent, les idées évoluent, et du coup que l'apprentissage doit évoluer également, tout comme les idées des entrepreneurs évolueront également. Oui, on doit être capable de s'adapter à ceux qu'on a en face de soi. Ouais. Et en fonction de la manière dont ils vont travailler, dont ils vont réagir, on doit être capable de rebondir aussi pour que ça continue à bien fonctionner, quoi. Oui, clairement. Et ça nécessite une certaine modestie, finalement, de se dire « Ah ben oui, je peux avoir faux. Et si je me trompe, mon ego en prend un coup, mais c'est pas grave parce que j'apprends. » En fait, lorsqu'on discute avec les étudiants et qu'on voit aussi leurs journaux réflexifs, on leur demande d'exprimer leurs apprentissages par rapport à cette session empathie. Souvent, ce qui ressort, ce n'est pas forcément cette notion d'empathie en tant que telle, mais c'est la notion d'apprentissage entrepreneurial, justement, de se dire que si on ne se remet pas en question, si on n'a pas cette capacité de se remettre en question, finalement, on ira droit dans le mur, le projet
risque de passer à côté de sa cible. En effet, je crois que se remettre en question, tu peux le noter si tu veux, Julie, parce que je ne le vois pas ici. Et j'ai l'impression que c'est aussi un bon élément. Et lié à ça, moi, j'avais noté, du coup, professeur exemple. Le fait, en tant que professeur, de vraiment du coup, appliquer ce qu'on dit, essayer d'appliquer cette empathie et que les étudiants vont directement le sentir et pouvoir s'inspirer. Ce qui est à double tranchant, évidemment, parce que c'est pas facile. C'est pas facile, donc c'est aussi accepter être professeur était simple. C'est accepter de se planter, voilà. Accepter de recevoir les critiques des étudiants, des apprenants. Si c'est constructif, moi je les accepte. Ouais. C'est un peu comme être entrepreneur au final. Tu dois aussi accepter de prendre des claques parfois. Hein, bah oui. Exactement. C'est comme ça. Clair, c'est clair. Moi, j'avais peut-être un des facilitateurs, donc les post-it verts, en vis-à-vis de la peur d'échouer. Oui. Alors, évidemment, on peut faire le lien ici déjà avec l'apprentissage entrepreneurial et cette remise en question, parce qu'à partir du moment où on voit l'échec comme une source d'apprentissage, on peut déjà dépasser d'une certaine manière cette peur de l'échec. Et sinon, pour rebondir sur ton histoire, lorsque tu as parlé de Jonathan et de sa capacité finalement à accepter la surprise, à accepter le mauvais coup du sort, mais en le transformant. Ici, on a le SPF qui nous tombe dessus, mais en même temps, on arrive à rebondir et à faire du lobbying pour transformer la législation qui est derrière. Donc, j'avais fait un... Voilà, tu l'as trouvé. Ouais, Ce qui n'était pas sûr parce que... Voilà, exactement. Donc, on utilise parfois le terme de contingence pour pouvoir dire, OK, il va se passer ça, s'il se passe ça, je peux réagir de telle façon. Et finalement, c'est accepter que certains éléments qu'on va voir peut-être au départ comme un échec, sont peut-être juste une nouvelle contingence, des nouvelles circonstances dont on peut tenter de profiter. Ouais. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment, mais dans ce cas-ci, Jonathan, je pense qu'il a réagi en ralliant ses partenaires pour pouvoir développer son projet et être toujours pertinent aujourd'hui. Oui, très clairement. C'est ça. En fait, il a rebondi pour faire de son souci un levier et finalement ressortir quelque chose de positif. C'est ce que j'avais indiqué aussi, parce que ça ressort très bien de ton exemple. Et par rapport à l'accueil des surprises, etc., je vois refus de l'incertitude. Je crois que Maximilien, c'est le mien. Voilà, et alors, c'est très présent, notamment dans l'éducation. Je pense que tu peux même le mettre avec la peur d'échouer. Ouais. Parce que quand on a faux et quand on échoue, quand on est dans l'incertitude, parfois ça fait physiquement mal. Et c'est pas facile à vivre. Et surtout en éducation, alors que l'éducation, souvent, amène cette incertitude et amène cette confusion. Si on apporte des nouveaux concepts qui, au départ, ne sont pas clairs pour les étudiants, au départ, sont différents de leur perception. Je t'offre une nouvelle paire de lunettes. Si maintenant tu changeais ta paire de lunettes, tu verrais tout flou, tu serais confus. Et c'est un sentiment qui n'est pas facile. Hein. Non, et donc, voilà, quand on a des étudiants qui refusent ce sentiment de confusion et d'incertitude, c'est très difficile de construire avec eux. Et donc, je pense que ça, c'est une étape dans l'éducation à l'entrepreneuriat, c'est peut-être de rassurer, déjà d'assumer que la certitude, elle est présente, qu'ils n'auront pas un cahier des charges. Au début de ces PME, tu n'as pas eu ton cahier des charges à réaliser. C'est le flou artistique le plus complet. Et ce n'est pas facile à vivre. Et donc déjà, reconnaître que ce n'est pas facile à vivre, que c'est normal qu'ils soient en train de vivre en tant qu'apprenants, et de pouvoir pas forcément leur prendre la main, parce que sinon, après, ils n'apprennent pas. Ils doivent pas être assistés. Ils doivent connaître l'humilité. Oui, absolument. Peut-être que par rapport à ça, moi j'avais noté laisser les entrepreneurs se planter. Tout à fait. Et où les étudiants se planter. Et du coup, peut-être par rapport à ça, mais dans un cadre rassurant. Oui. Voilà. Et peut-être que tu peux noter. Clairement. Clairement. C'est un petit peu le message qu'on donne dans nos mini-entreprises. Chaque année, à chaque reprise, je le dis à mes élèves, je leur dis,
savez que vous avez des personnes qui vont vous confier de l'argent pour démarrer votre activité, pour constituer votre capital, mais vous ne vous engagez à rien vis-à-vis d'eux. Et si, dans le cours de l'année, votre activité ne se passe pas comme prévu et que, éventuellement, j'en ai eu à qui c'est arrivé, vous connaissez une faillite, il n'y a pas de souci, ce n'est pas un problème. Vous en retirez une expérience et vous ne risquez rien. Donc, soyez tout à fait rassurés, mais allez-y, essayez et n'ayez pas peur de vous planter, puisque de toute façon, il ne se passera rien de négatif pour vous. Vous ne ferez qu'apprendre. Alors, merci. Je vois en même temps un commentaire de Gilles sur le chat. Ma première peur serait le manque de connaissances quant à l'entrepreneuriat. Lancer son projet business n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école et donc quelque chose qu'on... Ça arrive... qu'on envisage lorsqu'on est étudiant. Par rapport à ça, peut-être qu'il y avait certaines choses que vous avez notées et qui peuvent répondre un peu à sa question. Voilà, de Gilles qui voilà, il connaît pas grand-chose, c'est pas quelque chose qu'il a appris à l'école et donc il a peur de se lancer dans la vie professionnelle, de lancer son entreprise. Peut-être en 2 points. Un premier point, c'est que si, moi je pense qu'on l'apprend à l'école, mais il faut pouvoir sélectionner les bonnes formations qui répondent au bon moment aux attentes. Donc si aujourd'hui vous avez envie de développer votre projet, mais vous ne vous sentez pas suffisamment outillé, il y a plein de formations aujourd'hui qui s'adressent justement aux personnes qui sont dans la même situation que vous. Il faut aller les chercher et puis s'appuyer sur cette formation. Donc ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, c'est un des éléments de frein que j'avais noté, c'est que dans les médias, dans la société ici en général, on a une vision très individuelle déjà et très super-héros de l'entrepreneur. L'entrepreneur qui réussit tout, qui fait face aux dangers, qui accueille les surprises, qui les transforme en opportunités. On y participe un petit peu aussi au travers de certains des messages qu'on va discuter ici. Et donc, ça peut être complètement désarmant pour quelqu'un qui n'a pas l'âme d'un super-héros, aurait peut-être quand même envie de développer son projet et se dit « Oui, mais moi, je ne suis pas Elon Musk, je ne suis pas un super-héros, je ne vais pas réussir. » Et voilà, de se dire que des super-héros, ça n'existe que dans les comics. Et par contre, des gens qui travaillent dur, qui mettent de la discipline, qui développent leur projet, ça, par contre, on va en rencontrer tous les jours, avec beaucoup de modestie. Donc avant-hier, j'ai rencontré Renaud Fréture, qui est un ancien grimpeur élagueur, donc travaillait dans la jardinerie, et qui, il y a quelques années, a été le premier à créer une école de drones. Et qui est venu partager en toute humilité son projet. Et alors, il avait aussi quelques, je ne vais pas dire des réticences, mais en tout cas quelques mises des points d'attention pour venir à l'UNIF en disant ouais, mais moi, je n'ai pas fait d'université, je n'ai pas ces éléments de théorie. Oui, mais tu as développé ton projet. Tu as développé tes compétences et c'est ça qui est finalement le plus important et qu'on a envie de partager avec nos étudiants. Donc voilà, passer outre cette vision de super-héros, je pense que c'est aussi essentiel. Et ça, par rapport à ça, du coup, moi j'avais noté des éléments clés pour apprendre à entreprendre qui sont parler et oser poser des questions à des entrepreneurs qui peuvent être des exemples, mais aussi par rapport à l'exemple de Maximilien, je pense que le fait que Jonathan Chocart ait été lui-même un alumnus CPME et qu'il soit venu en classe vous partagez ça, c'est plus facile de s'identifier et de se dire « Ah ben oui, il était étudiant quelques années avant moi, donc moi aussi j'en suis capable ». Et donc je pense que pour moi, oui, c'est vraiment une clé que tu viens de faire ressortir, Julie, le fait d'amener des gens en classe. Parfois, on peut amener des grandes pointures, mais parfois aussi amener des gens qui sont au démarrage et qui sont proches des étudiants. Ça peut vraiment être une clé. Et qui font des choses extraordinaires. Et qui font Renaud Fréture, pionnier dans le développement de ces formations de drones. C'est extraordinaire. C'est un tout nouveau marché. C'est oser se lancer alors que la législation n'est pas encore là. Là, on fait face à l'incertitude, en tout cas. Ah oui, elle est grande. J'avais un petit post-it rôle modèle que tu peux mettre avec. Comme ça, en plus, tu vides le répertoire. En effet.
Mais je pense que c'est Gilles, c'est ça, qui posait la question? Oui. Je pense qu'effectivement, s'il n'a pas eu l'occasion durant ses études de suivre une formation quelconque ou en tout cas d'être formé à l'entrepreneuriat, c'est vrai que ça peut être parfois compliqué de chercher à se lancer, de se dire effectivement, c'est pas facile de préparer un business plan, d'aller devant un notaire, de réfléchir, de trouver ses premiers clients, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet. Alors, il faut savoir prendre le bon et le moins bon. Mais je pense qu'on peut trouver pas mal d'aides sur Internet. Et au-delà d'Internet, il y a beaucoup d'organismes qui aident à lancer des entreprises. Je pense à Bruxelles, on s'est lancé à Bruxelles. Il y a Hub Bruxelles qui aide énormément les entrepreneurs, les futurs indépendants à construire un business plan de manière 100% gratuite. Ils ne demandent pas du tout d'argent derrière, c'est fait par la région, je pense. Et ils demandent simplement un suivi du projet. Et donc, il y a des solutions aujourd'hui qui existent pour des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir une formation en entrepreneuriat, de pouvoir être suivis et de pouvoir être accompagnés dans le lancement d'un projet. Toutes ces questions-là, Gilles, si tu nous écoutes encore, Oui. Il y a un super site du Brabant Wallon, c'est le voilà. 1890, je pense, un numéro de téléphone et qui a un site internet avec vraiment toutes les aides possibles et imaginables qui y sont référencées. Donc je t'invite à aller voir le site. Oui, il y en a beaucoup. Alors, est-ce que vous pensez à d'autres choses concernant les rôles modèles, etc., qui avaient été identifiés, ou bien je prends un autre point? Vas-y, un autre point. Vas-y. Okay. Alors, j'ai aussi relevé tout ce qui est tout ce qui touche aux tensions dans les équipes. Alors, Luc, dans ton histoire, moi, j'ai pas entendu pourquoi est-ce que les autres étudiants ont fini par partir. C'était sans doute soit un manque de motivation ou alors des problèmes les deux dans premiers, c'était un manque de motivation et le troisième, c'était une tension avec les deux élèves qui sont restés. Où là, vraiment, il n'y avait plus d'entente qui permettait de continuer à collaborer de manière constructive et positive. Donc là, il fallait que cet élément-là, malheureusement, quitte l'entreprise parce que ça n'allait plus. Et moi, ça me fait penser du coup à une autre chose qui, en tout cas, est très présente dans le programme CPME et dans beaucoup de programmes en entrepreneuriat. C'est toutes les questions de collaboration et d'apprendre aux étudiants à travailler en équipe. Parce qu'au final, oui, il y a des entrepreneurs qui entreprennent seuls, mais ils seront toujours amenés à collaborer à un moment ou à un autre avec des partenaires, etc. Et c'est essentiel d'apprendre, du coup, je pense, aux étudiants à collaborer. Il faut vivre avec, des tensions, il y en aura. Voilà. Bien sûr. Moi, je me suis lancé avec mon meilleur ami, on ne s'était jamais engueulé, il n'y avait jamais eu un mot au-dessus de l'autre. Et il y en a eu pendant l'aventure et qui continue encore. Il n'y a pas trop de tensions aujourd'hui, mais il y en a déjà eu. Il faut accepter, il faut vivre avec, on n'a pas le même caractère. Aujourd'hui, je le vois plus que ma compagne, donc c'est normal qu'il y ait des moments donnés où on puisse se rentrer dedans, parce qu'on passe notre vie ensemble. Quoi. Je passe 10 heures par jour avec lui, c'est normal qu'on ne soit pas d'accord avec tout ce que l'autre dit et ce que l'autre fait. Et je pense qu'il faut accepter les différences et surtout savoir vivre avec, tout simplement. C'est un point qui n'est pas si évident, justement, et qui n'est pas toujours adressé dans les formations à l'entrepreneuriat. Notamment, et là je reviens sur le héros entrepreneur, généralement le héros entrepreneur, déjà c'est un mec et il est seul, il n'est pas en équipe. Et donc si on a déjà cette perception de l'entrepreneuriat comme étant quelque chose à faire seul dans son garage et puis après on sort, on ne va pas forcément penser à des formations, penser à un accompagnement pour gérer ces tensions. Donc voilà, c'est aussi un travail qu'on doit faire dans les formations, dans les programmes d'apprentissage, pouvoir viser cet élément-là. Et j'avais justement mis un autre post-it, je vais peut-être te le donner. Et en termes de frein, maintenant ça peut être un frein, mais ça peut être aussi un fameux levier d'action, c'est l'alignement des valeurs. Je pense que pour un certain nombre d'étudiants qui commencent à travailler ensemble sur un projet, généralement leur but c'est développer quelque chose qui a du sens, apprendre et sans doute avoir leur ticket de sortie, le diplôme à la fin de l'année. Mais lorsqu'on lance son projet en tant que tel, si on n'a pas des valeurs qui sont communes, si on n'a pas un alignement sur la raison d'être finalement du projet, on risque très vite de se retrouver dans une impasse.
Donc voilà, ça peut être aussi un frein. Si on n'est pas aligné par rapport au projet, qu'est-ce qui se passe? Et on va le voir aussi avec certains groupes d'étudiants entrepreneurs, des équipes qui se forment pendant les études et puis qui éclatent complètement à la diplomation parce que l'un va avoir une opportunité pour aller travailler pour un grand groupe, l'autre, je fais un petit clin d'œil avec Civillien, l'autre veut développer son activité, mais en faisant une entreprise sociale parce que c'est la mission sociale avant tout, et puis le troisième qui voudra peut-être aller dans une troisième direction. Donc voilà, ça, je pense que ça peut être un frein à l'apprentissage si on n'est pas aligné, et ça peut être un frein aussi si on n'a pas les outils pour travailler sur cet alignement. Et du coup, je vois comme post-it travailler sur la dynamique collective qui peut vraiment aider dans l'apprentissage entrepreneurial. Les questions de motivation et volonté, moi je les ai fort entendues en effet dans l'histoire de Luc, mais c'est vrai qu'il y a la motivation, juste que chacun soit motivé par le projet d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'une chose importante aussi, c'est de pouvoir comprendre la motivation de chacun dans une équipe qui sont parfois différentes, mais au moins pouvoir les comprendre pour être sûr qu'on soit bien au courant et qu'on n'ait pas de mauvaises surprises après, en effet, par des personnes qui en fait n'étaient pas du tout motivées par le fait de vraiment lancer le projet, mais qui voulaient juste avoir des bons points pour le travail ou l'inverse, et puis se retrouver avec des mauvaises surprises comme ça. Et ça pose aussi une vraie question, parce que dans ton histoire, c'était des étudiants qui étaient volontaires. Oui, tout à fait. Dans ces PME, c'est sur dossier, donc on a des étudiants qui sont hyper motivés et souvent il y a une vraie concurrence pour pouvoir accéder au programme. Dans nos options, ce sont aussi des propositions qui sont faites aux étudiants qui choisissent ce cours-là. Et donc, il y a une autosélection qui se fait, des gens qui sont motivés, qui ont envie d'être présents. Mais comment va-t-on faire pour aller toucher ces étudiants qui sont peut-être moins sensibilisés à l'entrepreneuriat, mais qui seraient peut-être ceux qui pourraient être le plus révélés au travers de ces cours? Donc voilà, là, je pense qu'il y a encore des questionnements à lever sur la façon de pouvoir toucher ces étudiants qui, au départ, ne sont pas forcément convaincus par l'entrepreneuriat. L'art de séduire les indécis. Exactement. Oui, c'est vraiment ça. Et les frileux. Ouais. Ceux qui se disent c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Et en fait, c'est pas vrai. On peut tous y arriver. Il faut juste un petit peu de bonne volonté. Et il faut travailler. Il y a beaucoup de travail derrière, mais on peut tous y arriver. Ou alors qu'ils se disent j'y vais pas parce que je suis tout seul. Mes copains veulent pas le faire avec moi, donc j'y vais pas tout seul. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Exactement. Puis de l'aide, on peut toujours en trouver. Bien sûr. Donc, bien sûr. Et du coup, là-dedans, j'ai vu aussi, Luc, dans tout ce qui est pour gérer la tension d'équipe, l'importance du relationnel, de l'écoute, l'esprit de partage, ça, je ne sais pas si... Alors, pour moi, je le vois dans deux choses, au sein d'une équipe, mais aussi peut-être avoir cet esprit de partage à propos du projet, mais je ne sais pas ce que tu as en tête. C'était encore une troisième piste. Même si je suis tout à fait alignée avec ce que tu proposes, évidemment. Au fait, moi, j'avais rebondi sur... le fait d'avoir envie de partager son expérience par la suite au suivant. Donc, toi, tu rencontres Jonathan, tu proposes ensuite d'être coach CPME. Ben voilà, c'est aussi un esprit de partage, de se dire qu'on va être aidé à un moment donné dans son projet, et puis ce qu'on a reçu, on va peut-être le donner à quelqu'un d'autre. Ce ne sera pas forcément une transaction entre deux personnes, mais c'est de se dire, voilà, on participe à un écosystème, on va essayer de s'entraider les uns les autres. Alors évidemment, parfois, c'est un peu paradoxal par rapport à la volonté de se faire des thunes et de gagner sa vie lorsqu'on développe son projet. Donc c'est parfois un petit peu paradoxal, mais je pense que c'est quand même présent. Et que si on n'a pas envie de partager sur son projet, comme tu le dis, au sein de son équipe, et puis avec les autres personnes qu'on va rencontrer au fur et à mesure du cheminement, c'est peut-être compliqué de... Et il faut vraiment... Avant de se lancer, comme tu le disais, il faut rencontrer peut-être un marché, réfléchir, toi tu disais, vraiment au problème. Moi, je pense au-delà de ça qu'il faut vraiment aller voir le marché, aller le trouver et dire comment ça se passe aujourd'hui. Et les gens, ils sont toujours preneurs de ça. Si on arrive avec une nouvelle idée, les gens aiment parler de leurs projets, de leurs envies, etc. Donc on va trouver un chef d'entreprise ou autre, on lui propose le projet.
eh ben, il va y avoir un retour, on va pouvoir entendre. Et puis au-delà de ça, quand on a créé l'entreprise, quand on s'est lancé, je crois qu'il y a vraiment un partage avec toutes les entreprises qui gravitent autour de nous. Et c'est vraiment important de pouvoir continuer à le faire. Là, j'ai de la chance, je suis dans un incubateur à Bruxelles qui s'appelle Green Bees. C'est vraiment une chance qu'on soit là parce que, et je ne le pensais pas au début en y arrivant, mais en fait, il y a 50, 60 entreprises autour de nous. Et le fait de pouvoir échanger avec ces entreprises, simplement de parler, ça éveille des idées, ça éveille du partage tout simplement. On a aujourd'hui un vélo cargo pour faire des livraisons à Bruxelles, mais la partie en bois autour du vélo, on va la faire par quelqu'un qui se trouve là, chez Greenpeace. Donc, je crois que l'esprit de partage, il est plus qu'important dans l'entrepreneuriat. Et il ne faut pas avoir peur de parler de son idée. Loin de là, au contraire, quand on a une idée, go, il faut la confronter, il faut en parler, il faut en discuter. Il n'y a personne qui va vous la voler. Ou si on vous la vole, ben, ce n'est pas grave. Le monde, il est assez grand pour accueillir deux entrepreneurs qui ont une idée. Donc, il faut y aller. Et ça fait le lien avec un autre post-it, comme ça en plus j'avais mis action plutôt que idée du siècle. Oui, tout à fait. J'ai l'impression en tout cas que ça fait écho, ça résonne bien avec ce que tu proposes. Et c'est vrai que parfois on a l'impression d'avoir une idée du siècle, d'avoir l'idée la plus originale, mais au fait, souvent, cette idée, elle a déjà été eue par plein de personnes différentes. Et ce qui va faire la différence, c'est la mise en action. Et de se lancer, de se faire une place, parfois en jouant des coudes. Oui, clairement, il faut. Comme tu le dis, c'est... Je crois que c'était... Alors, je ne sais plus quel intervenant en CPME, mais qui nous avait dit, si tu as une bonne idée, il y a quelqu'un avant toi qui l'a déjà eu. Donc, c'est pas grave, il faut continuer à avancer et c'est pas un problème. Et ça, moi, j'avais soulevé, du coup... Mais dans ton histoire, Julie, le fait de faire expérimenter et de mettre en situation et l'importance, du coup, pour tous les programmes entrepreneuriaux, de ne pas rester trop dans la théorie, mais de vraiment faire agir les étudiants après certaines présentations parfois théoriques, mais de vraiment les faire tester pour qu'ils comprennent et qu'ils puissent et se planter, apprendre de leurs erreurs. Et là, on revient, du coup, dans tout ce qu'on disait au début. Donc, faire expérimenter et mettre en situation les étudiants. Oui, et il y avait un autre élément sur lequel j'avais envie de rebondir. Tu disais qu'il y a de la place pour 2, il y a de la place pour 3, il y a parfois de la place pour 4. Et c'est peut-être aussi un changement de perception à amener, aussi, je pense, un élément clé en tout cas qui peut être vu dans un cours d'entrepreneuriat, dans un apprentissage, c'est que la concurrence, elle n'est pas toujours négative. Non. La concurrence, déjà, c'est un indice que le marché existe. Donc, le problème qu'on essaie de résoudre, il est vraiment là et certains ont déjà développé des solutions et on peut peut-être se différencier de cette solution. Un autre intervenant était venu avec l'image de la foire aux lunettes de soleil. Et il nous racontait le jour où, pour la première fois, il a visité la foire pour les lunettes de soleil et qui voyait ces centaines de milliers de lunettes devant lui avec des marques qu'il connaissait parfois, qu'il ne connaissait pas, mais chaque année, des nouvelles marques qui se développaient et qui trouvaient une place sur ce marché qui semblait saturé des lunettes de soleil. Donc voilà, n'ayons pas toujours peur de la concurrence. Si on a une bonne idée et qu'on trouve qu'il y a déjà quelqu'un sur le marché, finalement, c'est peut-être pas si mal. C'est un bon stimulant. Ouais, c'est sûr, ça stimule. Oui. Il y a encore d'autres post-it, d'autres sujets, mais alors autosélection, je ne sais pas d'où ça venait et ce qu'il y avait derrière. C'était lié à la motivation qui a déjà été citée tout à l'heure. Justement de se dire, en tant qu'étudiant, lorsqu'il y a un cours à option ou une initiative qui est sur base volontaire, on s'auto-sélectionne dans ces différents programmes et on n'a pas forcément ces étudiants qui ne sont pas motivés au départ ou qui sont moins sensibilisés à l'entrepreneuriat. Donc voilà, c'était un des freins en tout cas que moi j'avais identifié. Pas été mis. Génial. Et alors là, Luc, toi tu avais encore un autre point aussi, manque d'informations sur certains points stratégiques. Oui, c'était un petit peu sur ce que tu avais expliqué lorsque tu as eu la réaction du SPF te disant que ce que tu faisais s'apparentait à du travail au noir. Donc il y avait des informations dont peut-être tu n'avais pas eu écho, des choses qui te manquaient et qui t'auraient permis peut-être d'avancer directement dans la bonne voie. Voilà. Maintenant, c'est
c'est pas forcément une chose mauvaise en soi, ça peut être un frein, parce qu'on peut avancer et puis se rendre compte à un moment que ce qu'on a fait et la voie dans laquelle on est engagé depuis un petit temps, finalement, c'est un cul-de-sac. Mais encore une fois, il faut en profiter pour rebondir et faire finalement autre chose. Se dire, OK, j'ai essayé, ça n'a pas marché, c'est pas toujours de ma faute, c'est parce que j'avais pas l'information. Bon, c'est comme ça, mais ça ne veut pas dire que mon activité s'arrête. C'est juste que je veux orienter, je vais aller dans un autre sens, et puis voilà. Donc c'est un frein, mais c'est pas un feu rouge. C'est juste qu'il faut faire attention, ça peut arriver, et puis après on continue, et on fait autre chose. Merci. Voilà. Je pense que c'est essentiel ce que tu viens de dire, Luc. Effectivement, si on n'a pas les informations, non seulement on ne va pas oser, parce qu'on va avoir peur de se planter, parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations, Oui. et pour ceux qui ont trop confiance et qui foncent, ils risquent de se prendre le mur parce qu'ils n'ont pas cette expérience-là. Et donc, est-ce qu'il faut toujours, au travers des formations à l'entrepreneuriat, encourager à la création d'entreprises directement ? Moi, je ne suis pas sûre. Je pense que ça dépend un petit peu du secteur, ça dépend de l'expérience professionnelle aussi de l'étudiant. Et alors, un élément qui est peut-être complémentaire, c'est que parfois, les apprenants n'ont pas d'informations. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas des informations stratégiques, Oui. c'est plus des informations sur les modèles alternatifs qui existent pour l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, si on parle mini-entreprise ou si on parle création d'entreprise, entrepreneuriat à des étudiants, ils vont directement avoir en tête la société anonyme, la société à responsabilité limitée, donc l'entreprise menée par son ou ses dirigeants. Or, aujourd'hui, on a quand même d'autres modèles, des modèles notamment de coopératives. Même aujourd'hui, les ONG, enfin, les ASBL, sont considérés comme faisant partie du monde de l'entreprise. Donc, pouvoir peut-être ouvrir les perceptions, de se dire qu'il n'y a pas qu'un seul modèle, mais il y en a plusieurs, et on peut s'y retrouver, peut-être mieux s'y retrouver. Je pense que ça peut aider aussi à passer outre certains freins, que ce soit des freins des apprenants eux-mêmes, qui ne se retrouvent pas forcément toujours dans les modèles traditionnels de l'entrepreneuriat, mais aussi certains freins de profs. Moi, je suis persuadée que tu as des collègues autour de toi. Il ne faut pas leur parler de mini-entreprise parce que voilà, ce n'est pas les messages qu'ils ont envie de faire passer à leurs étudiants. Et alors, j'avais été aussi surprise de certains commentaires qui étaient très corrosifs et anti-entrepreneuriat, notamment lorsqu'on annonce des formations pour les enseignants entreprenants, où on va se dire, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce que les enseignants doivent être entreprenants? Est-ce que les enseignants sont des entrepreneurs? Ben voilà, je pense que ça permet aussi de se dire, il y a plusieurs modèles, on peut s'y retrouver, et on ne va pas essayer de forcer un modèle capitaliste à tout prix sur certains projets. Génial, merci. Alors, je vois encore plein d'autres. Oui, c'était celui-là. Après, il y a encore d'autres mais qui sont vraiment de nouveaux éléments un peu hors sujet. Oui, j'arrive au bout. Alors, non, ça modèle va, j'en ai alternatif invisible, mais ça, c'est plus voilà, sur après, accès d'information. Parce que je vois encore d'autres éléments qui sont un peu hors de ce qu'on a dit et qui sont un peu nouveaux par rapport à notre discussion. Mais il y avait une chose, quand tu as rajouté ton histoire, Julie, que je trouvais intéressante. Tu parlais de la mise à disposition, au final, de locaux que les étudiants, ils avaient testé leur projet au sein de l'université. Et pour ça, non, c'était toi avec les insectes. Ouais. Voilà, c'était toi avec les insectes. Comme quoi, tu avais eu du coup un local à l'université pour aller mettre tes insectes, etc. Et pour moi, c'est aussi un des éléments assez clés, en tout cas en CPME. On a des locaux pour les étudiants, pour qu'ils puissent se réunir, inviter des experts ou quoi, mais aussi filmer leurs prototypes, voire tester les prototypes. Pour l'instant, dans les locaux CPME, il y a des vieux vélos que des étudiants sont en train de réparer, d'électrifier parce que c'est leur projet. Et offrir cet espace, tant de rencontres pour les équipes que aussi avec du matériel, même de prototypage ou quoi, je pense que ça peut être un grand boost. Et alors ici, je vois timeline, mais ça, je ne sais pas ce que c'était. Mais c'était par rapport à ton expérience, enfin en tout cas ce que tu offres à tes élèves, c'est l'idée de pouvoir
déterminer dans le temps quelles vont être les différentes étapes, en fait. De ne pas se dire un projet entrepreneurial, c'est pas il faut remettre un business plan demain. Non, c'est tout un cheminement qui prend du temps. Et je trouvais ça intéressant que tu as cité qu'en fin d'année, il y avait un conseil d'administration. Mais j'imagine qu'il y a toute une série d'étapes qui sont faites au fur et à mesure, un peu comme quand on rédige un mémoire ou autre. Mais on a toute une série d'objectifs qu'on se met à court terme qui nous permettent de faire un seul gros projet. Et je trouve ça intéressant, du coup, de se dire qu'un projet entrepreneurial, ce n'est pas un énorme projet. C'est toute une série de petits projets et ça nous permet de démystifier le fait que c'est quelque chose de très compliqué de se lancer parce que si on le prend étape par étape, en fait, tout se suit et tout a du sens. Et du coup, je trouvais ça vraiment bien qu'il y ait, tu l'as juste dit par rapport à le conseil d'administration en fin d'année, mais qu'il y a une échelle de temps dans l'apprentissage. En fait, il y a tout un parcours que l'on soumet aux élèves et on leur explique pas à pas. À partir du moment où ils créent leur entreprise, même avant, à partir du moment où ils réfléchissent à l'idée jusqu'à l'Assemblée générale de clôture, toutes les étapes par lesquelles ils doivent passer. Donc s'ils suivent ce plan, je veux dire, on les prend par la main. Voilà. C'est vraiment ça. Et ça les rassure parce qu'ils se disent, je suis sûr de ne pas passer à côté de choses essentielles. Ils voient très bien sur les échéances, ils doivent aussi remplir des déclarations de TVA, payer des charges ONSS, donc ils savent qu'à certains moments, il faut respecter le calendrier, et tant pis, si cette semaine-là, il y a une interrogation, ils doivent consacrer du temps à ça. Mais autrement, le reste du temps, pendant toute l'année, on les accompagne, on leur rappelle régulièrement pour leur dire, voilà, vous êtes largement dans les temps, mais n'oubliez pas que dans 2 semaines, il y a ça à faire. Et comme ça, je veux dire, c'est beaucoup plus digeste. Oui, tout à fait. Parce que je pense que ça peut vraiment être un frein à l'idée d'entreprendre. C'est quand on voit la quantité de travail que ça représente, c'est énorme. Tu parlais des déclarations de TVA, et c'est vrai, rien que ça, le fait de créer son entreprise, de penser au plan financier, puis après les premiers clients, les premières élaborations de produits ou de services, etc. Comment ça se passe? C'est des montagnes d'heures de travail. Et le fait de pouvoir les préparer et les connaître à l'avance, entre guillemets, je trouve ça génial. C'est vraiment une bonne chose à faire. C'est rassurant. Oui, vraiment, c'est rassurant. Ça doit être ça. Quand j'entends accompagnement, alors on a parlé de la timeline, mais j'entends aussi que dans les mini-entreprises, du coup, vous accompagnez chaque équipe. Et j'avais ici coach, mentor aussi, que je vois sous les yeux. Ça. Ma fonction, c'est coach dans la mini-entreprise, c'est ça. Et ça, peut-être que tu peux dire un mot là-dessus, parce que je pense que dans tous les programmes, on est tous familiers avec ça. Mais ici, en fait, mon rôle, dans un premier temps, c'est d'abord de leur présenter le projet et de les séduire pour qu'ils participent au projet, puisque c'est sur base volontaire, mais en leur expliquant bien dès le début qu'en fait, je vais les accompagner du début à la fin. Je suis là lorsqu'ils participent aux réunions, on se réunit 1 fois par semaine sur un temps de midi à l'école. Lorsqu'en dehors de ça, ils ont des questions, ils peuvent toujours me contacter, je suis là pour les accompagner, et puis pour leur rappeler aussi les choses qu'ils auraient éventuellement oubliées, leur rappeler qu'il y a des formalités à remplir. Mais en même temps, ils ont beaucoup d'indépendance de leur côté. Donc, je suis là pour les accompagner, je suis leur coach, mais je ne suis certainement pas là pour les remplacer. Je leur rappelle bien que s'ils ne font pas le boulot, ce n'est pas moi qui vais le faire à leur place. Moi, je suis juste là pour leur dire quelles sont les lignes directrices à suivre. Et à partir de là, le reste, c'est eux qui gèrent. Et c'est comme ça qu'ils se répartissent les tâches. Certains, peut-être, s'investissent plus que d'autres, mais l'équipe avance. Certains plus vite que d'autres, peu importe. Mais ils ont un objectif final et ils y arrivent. À partir de là, ils sont contents parce qu'ils ont vécu une belle expérience. Voilà. Oui, en effet, cette posture de coach, de ne pas être là pour faire à la place, mais de plutôt poser des questions et aiguiller. Et alors, c'est un rôle pour moi qui est vraiment encore différent de ce dont on parlait avant, du rôle modèle, parce qu'un coach est assez proche de l'équipe, mais va plutôt accompagner, il ne va pas spécialement déballer, lui, toute son expérience. Ce n'est pas du témoignage, c'est plus du questionnement sur ce qu'eux font pour... il va te challenger. En tout cas, le coach qu'on avait eu en CPME nous challengeait tout le temps. Oui. Déjà, le premier challenge, il nous mettait rendez-vous à 6h du mat chez lui. Donc déjà, tu es là, waouh. OK. Et comme ça, pour lui, le matin, tu avais les idées claires, l'après-midi, tu les as pas. Et Jeff Bezos pense la même chose, et je trouve ça génial. Nous, aujourd'hui, quand on a une réunion importante, on la fait avant midi. Parce qu'après-midi, généralement, on est un peu plus... difficile. C'est parfois un peu plus compliqué. Et... mais il challengeait tout le temps. Dès qu'on avait une nouvelle idée, il y avait les 7 pourquoi, où il demandait tout le temps, OK, pourquoi on fait ça? Et chaque fois qu'on répond, il dit, OK, pourquoi est-ce que tu fais ça? Et jusqu'à 7 fois, pour vraiment essayer de voir si on a creusé suffisamment et si, au final, on peut rejoindre peut-être avec l'idée de valeur, si on arrive
à avoir quelque chose de cohérent au niveau des valeurs, parce qu'au final, quand on pose cette fois la question pourquoi, on va sortir de quelque chose de micro, on va se tourner vers quelque chose de macro, et ça va nous permettre de voir si on est tous cohérents avec notre manière de penser. C'est aussi un outil d'empathie, hein, finalement. Ça permet aussi de comprendre. Est-ce qu'on a tous la même réponse du pourquoi? Exactement. C'est peut-être là qu'on va se rendre compte et que quand on est en équipe et on croyait parler de la même chose, mais finalement peut-être pas. Ou au contraire, on se disputait, est-ce qu'on voulait chacun imposer des labels différents, mais en fait on pensait à la même chose. Alors, je reviens sur les mini-entreprises parce qu'il y a une question dans le chat. Est-ce que tous les étudiants peuvent participer aux mini-entreprises organisées dans les écoles provinciales? Oui. Oui, et les élèves aussi me posent la même question en me disant « Tiens, je ne suis pas en sciences éco, est-ce que je peux faire les mini-entreprises ?» Et je leur dis qu'il n'y a absolument aucun souci, puisque nous leur expliquons ce qu'ils doivent faire et nous les accompagnons dans les démarches. S'il y a des choses qu'ils ne connaissent pas, il y a des webinaires, il y a des formations, ils ont des rencontres avec des experts qui leur permettent justement d'apprendre ce qu'ils ne connaissent pas. Il y a la plupart des élèves qui font les mini-entreprises, cette année-ci, j'en ai 28 qui y participent. La plupart d'entre eux ne savent pas ce que c'est qu'un payer une TVA, qu'est-ce que payer des cotisations sociales. Ne fût-ce qu'étudier un produit, faire une étude de marché, créer un petit sondage, ils sont pratiquement à zéro à ce niveau-là. Donc on leur explique comment ça fonctionne. Et à partir de là, ils élaborent tout ça eux-mêmes. On les accompagne pour quand même qu'ils soient dans le bon. Mais ils apprennent énormément de choses par eux-mêmes. Et c'est ouvert à tous. Moi, je le donne à tous les élèves qui sont en 5e année. Mais sinon, quelle que soit la formation, je le propose à des élèves de l'enseignement général, technique et professionnel. Tous peuvent y participer, chacun a une richesse à apporter, qu'il ait une connaissance économique ou pas, peu importe, c'est sa richesse personnelle qui compte. Et ce qui manque, nous on l'apporte. Voilà. Ça me permet de rebondir. En CPME, à l'UC Louvain, les 2 programmes entrepreneuriaux qu'on a sont interdisciplinaires. Et donc cette importance, en effet, d'accueillir, peu importe la discipline, peu importe au final les connaissances, mais de mixer aussi les étudiants qui ont des connaissances différentes pour pouvoir créer des équipes et avoir des projets avec les différentes facettes. Parce qu'en effet, quand on entreprend, on attend du droit que des finances. Il y a plein de disciplines qui sont reprises. Il y a encore une autre question, quel type de produits sont développés par les élèves? Si tu peux donner 1 ou 2 exemples. Oui, donc cette année, nous avons 5 mini-entreprises et en fait, on leur laisse vraiment le libre choix dans le produit qu'ils vont proposer. Il y a juste certains produits qui ne seront pas autorisés pour des raisons assez simples. Tout ce qui est alimentaire, pour des raisons forcément liées aux normes de l'AFSCA. Ils ne peuvent pas, par exemple, faire de l'alimentaire eux-mêmes. Mais ils peuvent demander à un professionnel de faire de l'alimentaire. Ils peuvent, par exemple, l'année dernière, on a une entreprise qui a fait ça. Ils ont imaginé une bière bio sans alcool. Ils ont imaginé le produit qu'ils ont fait faire par un professionnel. Donc ça, c'est possible. Le cosmétique est aussi réglementé, encore une fois, pour des raisons de santé. Évidemment, pas de produits illégaux, c'est logique. Autrement, pour le reste, ils sont tout à fait libres de proposer ce qu'ils veulent. Cette année-ci, par exemple, j'ai une entreprise qui propose des sacs biologiques personnalisables, une autre qui propose des pulls qu'ils vont aussi personnaliser avec des logos. Donc les élèves ou les personnes intéressées leur donnent un logo, peuvent leur donner un fichier avec un logo et ils vont le reproduire sur un pull. D'autres vont faire des bougies qu'ils vont personnaliser, la couleur, la taille que l'on désire, des bijoux en résine. Et la 5e entreprise va proposer des stylos en bois, des bics en bois, qui peuvent aussi être gravés selon les désirs du client ou de la cliente. Donc voilà, ça peut vraiment aller dans tous les sens. Et c'est ça qui est bien. Donc l'année dernière, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait des supports de smartphone. Mais je veux dire, selon les volontés des élèves, au début, on les aide à trouver les idées. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont plein d'idées, donc on les aide par quelques ateliers à trouver des idées. Et puis après, on sort le produit qui va marcher. On les aide à faire une étude de marché pour qu'ils réalisent que le produit est faisable ou pas, que la gamme de prix qu'ils envisagent est faisable ou pas, est acceptable ou pas. Et à partir de là, ils se lancent. Enfin, ils se lancent et je les accompagne pour qu'ils se lancent dans des meilleures conditions. Voilà. À l'université, on attend des produits que des services aussi dans les projets des étudiants. Donc, c'est hyper varié. Oui, ça peut être aussi des services. Une mini-entreprise, par exemple, proposait, mais c'était il y a quelques années, de graver de numériser des diapositives qu'on leur soumettait. Vous voyez, des choses comme ça. Bon, maintenant, on peut acheter ces produits-là
dans un magasin de manière assez facile. Auparavant, c'était un peu moins évident, donc ils proposaient ces services-là. Voilà. Avant d'en finir avec les post-it, j'avais encore un dernier post-it. Les autres, c'est des qui ont déjà été mis sous d'autres noms. Il y avait la visualisation et les histoires. Donc, dans la double face, le fait de montrer des images et puis d'aller raconter une histoire inspirante qui peut vraiment aider à l'apprentissage de manière générale et à l'apprentissage en entrepreneuriat. Et c'est aussi quelque chose qu'on vient de faire, en fait. Donc, on espère que ça aura fonctionné par les histoires, que vous aurez appris pas mal de choses. C'est une bonne manière de retenir aussi facilement. J'ai vraiment encore cette image de double face. Je me souviens de Jonathan. Je pense que je ne sais pas si je le reconnaîtrais s'il passait à côté de moi dans la rue. Par contre, je me souviens tout à fait de l'image de double face qu'il nous a montrée. Donc, ça marque. Voilà. Oui, ça marque. Et la visualisation permet aussi parfois de faire passer des idées qui sont complexes. Je pense par exemple au cours d'entrepreneuriat social et durable, où les étudiants essayent de faire face à des problèmes énormes comme la pollution, les injustices raciales, les injustices de genre. Ce sont des problèmes qui peuvent sembler tellement énormes qui ne pourraient pas être adressés par les étudiants qui se disent « mais comment est-ce que je vais changer ça ? Je ne vais pas tout régler d'un seul coup ». Et au travers de la visualisation, au travers du sketching, comme Denis, tu es en train de nous préparer, finalement, on arrive à représenter un système, même s'il est complexe, et de pouvoir dire « ah, moi, je voudrais bien aller avoir un effet là ». Et de pouvoir choisir là où on voudrait bien agir et développer son projet. Alors évidemment, ce n'est pas une baguette magique, mais ça peut aider dans cette démarche pour essayer d'appréhender ces situations qui sont parfois trop complexes que pourraient être décrites avec des mots, des arguments. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup de contenu quand on revoit, je ne sais pas si vous la voyez chez vous, mais en tout cas, nous, on l'a face à nos yeux, la sketch note de Denis, et il y a plein d'éléments qui partent un peu dans tous les sens. Je crois que ça a été bien dense en information. Mais du coup, pour pouvoir faire un peu une synthèse de tout ça, je vais vous proposer à chacun de repartager une chose qui vous a marqué et qui, pour vous, est vraiment essentielle pour l'apprentissage en entrepreneuriat. Voilà, vous pouvez, ou alors je vous laisse 2-3 minutes pour réfléchir à ça, ou Maximilien. Moi, je pense que c'est aussi bien important quand on veut entreprendre que quand on veut apprendre à entreprendre. C'est l'idée de jamais rester coincé dans une seule idée. C'est toujours se remettre en question, se demander si on est vraiment en phase avec les personnes à qui on s'adresse, que ce soit le marché, les clients, soit les étudiants ou les personnes qui veulent apprendre. Et l'idée de toujours réfléchir à la manière, à ce qu'on doit dire et au message qu'on veut faire passer, puisque c'est un message qui va évoluer. Il y a année après année, j'imagine qu'il y a 10 ans, il n'y avait peut-être aucun étudiant qui voulait proposer des applications en mini-entreprise, et à mon avis, il y en a peut-être eu beaucoup plus qui sont arrivés, ou en CPME, il y en a eu beaucoup plus, alors qu'il y a 10 ans, on parlait quasiment pas d'applications sur des GSM, ou un tout petit peu. Et du coup, voilà, il faut pas rester coincé, mais il faut comprendre que tout évolue autour de nous et qu'il faut évoluer avec l'audience à laquelle on s'adresse. Moi, je vais prendre le message de la dynamique collective qu'on avait abordé dès la première histoire. Ne pas rester seul, d'abord pour faciliter cette remise en question dont tu viens de parler, pour développer son projet, pour gérer son projet, pour évoluer dans son marché. Donc voilà, des dynamiques collectives qui sont riches, qui ne sont pas toujours faciles à gérer, qui sont parfois un peu en contradiction avec l'image que l'on a de l'entrepreneuriat, mais qui sont pourtant essentielles et qui, je pense, vont être facilitées aussi par les dynamiques d'apprentissage qu'on propose. Moi, je dirais que l'idée clé que je retiens, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est qu'il faut oser. Il faut oser, absolument se lancer. Si on a quelque chose qui nous tient à cœur, il ne faut pas avoir peur de se jeter dedans, d'accord, absolument. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Mais si on n'a pas osé, on aura des regrets jusqu'à la fin de nos jours. Au moins se dire, j'ai osé, j'ai essayé, ça n'a pas marché, quelle que soit la raison, peu importe, mais j'ai osé, j'ai essayé. Moi, avant d'être enseignant, j'ai exercé d'autres activités. Avant d'arriver à Tubize, je suis allé dans d'autres écoles. J'ai eu un parcours
on va dire, qui est un petit peu chaotique. Mais je suis arrivé maintenant dans une école où je me sens bien. Je donne des cours qui me plaisent énormément. J'ai des élèves en face de moi qui sont souvent très motivés. Avant ça, j'ai eu d'autres choses. Ben voilà, mais je ne me suis pas arrêté. Et les moments où je me suis senti un petit peu en situation de doute, eh bien, ça m'a permis de réfléchir, de me dire je peux peut-être corriger certaines choses. Mais au fond de moi, je savais qu'il y avait des choses qui étaient bonnes et qu'il fallait que j'exploite. Je les ai exploitées, puis maintenant, je suis très content d'être arrivé. Voilà, mais il faut oser, absolument, ne pas avoir peur. Et demander à droite, à gauche, à des personnes qui ont de l'expérience, qui peuvent éventuellement nous aider à être un petit peu plus rassurés, à se dire je suis dans le bon. Ou alors, là, je peux faire quelque chose très vite pour corriger très vite le tir et me lancer encore plus facilement et encore plus aisément dans le projet qui me tient à cœur. Merci. Avec plaisir. Denis, alors tu es en plein sketch note, mais je ne sais pas si toi aussi, il y a quelque chose que tu peux partager ou pas. Oui, tout à fait. Hop. Merci. Donc moi, je suis aussi entrepreneur parce que finalement, j'ai lancé mon activité Pictobello, donc j'ai aussi une expérience là-dedans. Il y a quelque chose que je n'ai pas entendu ici et qui pour moi est extrêmement puissant comme levier, mais ça a été abordé façon transversale. De manière intermédiaire, c'est le réseau. C'est faire appel à son réseau de networking. Et ça, j'ai découvert ça pour avoir été moi-même d'abord très solitaire. J'aime bien travailler seul, c'est vraiment mon trip, j'adore ça. Mais j'ai découvert il y a 2 ans, au moment où j'ai lancé Pictobello, que la force du réseau, c'est-à-dire avoir un carnet d'adresses développé, oser aller vers d'autres entrepreneurs pour créer de la valeur ensemble, pour créer du business ensemble, pour moi, ça a été déterminant dans mon activité. Et donc, j'ai rejoint un club de business. J'ai suivi des formations en networking, c'est-à-dire comment est-ce que je crée du lien avec les autres pour mon business, comment j'ose aller vers les gens. Et ça a été vraiment déterminant. Et je retiens à ce que tu dis. Parfois, il y a des opportunités qui se créent simplement parce qu'on ose aller trouver une autre personne, parce qu'on croise dans la rue quelqu'un où on se dit « mais je le reconnais, c'est lui le directeur ou le CEO de telle entreprise ». Mais qui je suis moi pour lui parler et parfois, c'est déterminant, aller l'interpeller, dire « ah, mais je vous ai vu, j'ai lu un article de vous dans le journal, j'ai un projet, quel est votre meilleur conseil à me donner, moi qui démarre ?» Et ça, je trouve ça énorme d'oser aller vers les autres. Et c'est comme ça qu'on peut créer des passerelles vers d'autres contacts et atteindre peut-être des gens qui vont être déterminants pour notre business, simplement en étoffant son carnet d'adresses et en visant cette perspective de on est ensemble, on est à plusieurs, on peut se soutenir mutuellement, quoi. Moi, j'ai trouvé cette dynamique énorme pour mon activité, quoi. Travailler ensemble et pas seul dans son coin. Voilà, pour moi, c'était un point clé que je voulais partager au regard de ce que j'ai entendu. Donc, j'ajouterai certainement cette 4e dimension comme étant mon point clé, en tout cas, en ce qui me concerne comme entrepreneur. Merci à tous. Ben, moi, j'ai 3 messages clés, des messages clés pour s'adresser à vous qui nous écoutez. Mais avant, je voudrais vraiment vous remercier tous les 4, du coup, pour votre présence, vos partages. Et j'espère que les auditeurs ont pas mal retenu tout ça. Merci, avec plaisir. Et du coup, moi, je vous invite, les auditeurs, là, si vous êtes enseignant, et ben ici, voilà, il y a Julie, il y a Luc, moi qui suis aussi assistante à l'UC Louvain. On est dans l'enseignement à l'entrepreneuriat, donc n'hésitez pas à nous contacter pour échanger sur les pratiques et sur les pédagogies à adopter. Si vous êtes étudiant, eh ben, sachez qu'il y a de plus en plus de programmes, que ce soit en secondaire, il y a les mini-entreprises, à l'université, en bachelier, à l'UC Louvain, en tout cas, il y a la mineure en entrepreneuriat, en master, il y a le programme CPME, et quasi toutes les universités offrent maintenant un programme entrepreneurial. Et alors, si vous êtes chercheur d'emploi, eh ben, pourquoi pas le créer. Et pour démarrer, je vous inviterai du coup à prendre un bout de papier, à noter toutes les idées qui vous passent par la tête, à en sélectionner une et à en parler dans les 24 heures, parce que ça, c'est aussi une des clés qu'on a abordées d'ailleurs, le fait d'oser parler et communiquer sur son projet pour recevoir des retours. Merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez maintenant couper vos écrans et aller à l'action. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.